Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Parole de Burn-out, bonne écoute. Après une phase d'euphorie et de reconnaissance, le masque tombe. Contrôle permanent, critique injustifiée, pression constante. Arnaud entre dans une spirale où chaque action est source de tension. Malgré la fatigue et les signaux d'alerte, il continue, porté par son sens du devoir, jusqu'au moment où le corps lâche. Dans cet épisode, il évoque l'effondrement, l'arrêt brutal, la culpabilité et le chemin long et sinueux de la reconstruction. Qu'est-ce qui génère l'arrêt ? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à l'état précédent ? Alors, j'ai eu pas mal d'alertes de mon entourage. Ils commençaient à me dire fais attention, ça sent que tu vas pas bien et là tu vas droit au burn-out. Donc ça commence à te faire réfléchir quand même. Et puis c'est vrai que le fait de devenir ultra émotif fait que tu commences à te poser des questions. C'est au fête de Noël dernière que ça s'est vraiment déclaré, où là j'ai eu des douleurs intestinales ultra forte, mais être plié en deux de douleur, où là mon corps a définitivement dit stop. Et du coup j'ai dû consulter un médecin qui a assez vite repéré que c'était dû à des angoisses et du stress, qui m'a donné un décontractant. J'ai pu reprendre le travail 2 jours, puis j'ai repris rendez-vous avec mon médecin traitant cette fois, et je me suis totalement effondré dans son bureau. Qu'est-ce qui a déclenché maintenant cette douleur-là ? Je pense qu'il y a eu la petite goutte qui a fait déborder le vase. Je suis parti en vacances en culpabilisant de me dire je m'arrête pendant 1 semaine, j'ai 3 milliards de trucs à faire que j'ai pas eu le temps de faire. Comment je vais m'en sortir ? Enfin, le 24 décembre, je regarde mes mails juste avant qu'on passe au dîner avec ma famille de Noël, et on reçoit le mail d'un client, et incendié, enfin un client mécontent. Tu vois, enfin j'ai senti mon corps se contracter, quoi. J'ai pas besoin de ça, enfin pas là, pas à Noël, quoi. Ça m'a crispé. Et après voilà, plié en 2 de douleur, et c'est comme ça que ça fait. Et donc début janvier, arrêté. Donc et je suis toujours en arrêt depuis. Donc là maintenant ça va bien mieux, hein. Mais au début je pleurais tout le temps. Donc mon médecin m'a très bien traité, enfin m'a très bien suivi. Je suis accompagné. J'ai mis en place plein de choses pour m'aider. Mais ce qui n'a pas empêché mon employeur de me licencier pendant cet arrêt, puisque lui Pendant n'a pas l'arrêt ? oui, il n'a pas supporté mon arrêt en fait. Donc tout ça a conduit à mon licenciement. Ce qui me surprend, c'est que ce directeur, il t'a choisi. Enfin, tu vois, c'était sa volonté de te nommer. Comment t'expliques ce revirement de situation là, un peu en regardant ? Tu dis mais comment on a pu basculer de mis sur un piédestal à je suis entre guillemets, parce que c'est pas les mots et c'est pas du tout ce que je pense, mais tel que tu le décris, genre le plus incompétent de mes adjoints qui du coup il se défoule sur toi. Enfin, comprendre tout ça, quoi. Il y a plusieurs choses. Déjà, je ne suis pas la première victime. Et je ne parle pas du poste, je parle de personnes. Il y a d'autres personnes qui, dans cette entreprise, sont passées, mais ça je l'ai su que très récemment, ont vécu ce type de relation. J'ai vu ce type de relation sur certains membres de mon équipe aussi, avec qui ils pouvaient échanger en direct. Je pense que c'est inhérent à sa personnalité. Là aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'être suivi psychologiquement. Il y a un diagnostic qui a été fait, j'ai eu l'occasion de raconter très en détail mon histoire, face à un pervers narcissique, et c'est un comportement en tout cas de pervers narcissique. Donc je pense que c'est pathologique, c'est-à-dire c'est un comportement, et c'est les mécanismes d'ailleurs de la perversion narcissique que j'ai subi. D'ailleurs ça a été un élément moi qui m'a permis de m'en sortir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des personnes juridiques et psychologiques m'ont dressé le même diagnostic, je me suis renseigné sur ce profil-là, sur ces comportements-là, et j'ai pu apprécier des spécialistes qui expliquaient finalement quels étaient ces mécanismes-là, et je me suis totalement retrouvé dedans. Et ça m'a aidé parce que le problème du burn-out, c'est que tu culpabilises. C'est-à-dire qu'il m'a fallu un temps pour comprendre que je n'étais pas responsable de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place, que j'en ai été victime finalement, alors que au démarrage, je me sentais exclusivement responsable de ce qui se passait. Je n'avais pas été à la hauteur, ce qui expliquait le comportement de mon directeur. C'est finalement il m'a mis là pensant que j'allais être ultra performant,
Et puis en fait, bah non, c'est-à-dire qu'il s'est planté, je suis pas la personne qu'il fallait, à ce poste-là. Ou simplement, tu aurais été son souffre-douleur dans tous les cas. Ouais, oui, oui, parce que et puis, de tous les enfin, oui, a priori, de quoi qu'il arrive, ça aurait été le cas puisque c'était ça et d'ailleurs, j'ai eu plein de red flags. J'en ai eu plein que je n'ai pas voulu voir. J'ai fermé les yeux, heu, peut-être par naïveté aussi quoi, ou tu sais, de se dire: «Non, enfin, quand même, possible quoi». Tu vois? Moi je crois en la nature humaine, pas enfin que ça c'est possible. Je pensais pas que de tels mécanismes, on en entend parler, mais on se dit pas que, oui, les gens exagèrent, tu vois? J'étais le premier à dire: «Ouais, ils exagèrent peut-être un peu». Tu vois, alors moi, je me lance dans ces podcasts pour justement apporter la parole des personnes qui sont en burn-out, parce que pour moi, c'est important de montrer que je pense pas que ce soit les plus fragiles qui tombent au burn-out. C'est, je pense, ceux qui durent le plus longtemps, jusqu'aux limites du corps, tu vois. En fait, finalement, c'est le corps qui nous rattrape parce que bah tu dépasses une limite, mais en fait, c'est les gens qui sont pas fragiles, c'est ceux qui tiennent le plus longtemps dans des conditions qui sont assez horribles de travail. Et je trouve que il y a tout ça à déconstruire. C'est que c'est pas des personnes fragiles, c'est bien l'inverse en fait. C'est des personnes qui ont eu à endurer des situations de travail horribles pendant un long temps. Et d'ailleurs après, ce qui est difficile des fois à comprendre pour l'entourage, c'est que ça prend du temps à se reconstruire parce que on n'en ressort pas indemne de ce genre de Non, clairement situation. pas. Ouais. Oui, oui et d'ailleurs, il m'avait nommé là, avec un des arguments, parce que j'étais quelqu'un de solide. Et alors après, bon, quand tu reprends la terminologie des pervers narcissiques, l'image que j'emploie pour décrire ce type de personnes, ce sont comme des vampires qui se nourrissent d'une victime et qu'ils vident complètement de l'intérieur parce que eux-mêmes sont vides. Forcément, ils vont prendre les personnes sur lesquelles ça a un intérêt d'avoir un ascendant. Plutôt quand même des personnes qui vont être soit des très bons travailleurs, soit socialement très intégrés, etc. Parce que ça aura plus d'intérêt, en tous les cas, à aller les vider de leur propre Mmh prestige. et il y a une vraie, il y a une véritable emprise. Je me suis, retrouvé sous emprise, je le suis toujours un peu. Je Ouais. m'aperçois que lorsque j'en discute, avec mon entourage, ou avec, la personne qui me suit aujourd'hui, j'ai toujours, je lui trouve toujours des excuses pour son comportement, tu vois? Il faut que je déconstruise ça. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois et c'est oui, c'est long parce que, tu toujours une part de culpabilité, l'arrêt, tu vois? Pour moi, l'arrêt, il a été très, très dur à vivre. Ça a été un enfer. Au démarrage, accepter d'être arrêté, tu vois? Tu te sens pas malade, tu te sens juste fatigué, il faut que je me repose. Moi, c'était ça, faut que j'arrive à couper, tu vois? Et me reposer, laissez-moi me reposer. Donc c'est sûr qu'au bout de 15 jours, que, mon employeur, j'ai eu une conversation avec lui, il m'a clairement fait comprendre qu'il acceptait pas cet arrêt et que je me suis fait virer, juste après, enfin très peu de temps après. Ça aide pas, à amoindrir la culpabilité qu'on peut avoir. Comment ça se passe? Enfin, tu vois, cette phase de reconstruction, quelle perspective tu te donnes de pouvoir retravailler dans ce domaine-là ou peut-être changer, je sais pas. Qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Alors, c'est intéressant que tu en parles puisque du coup, moi, j'en ai profité pour, entamer un bilan de compétences. Dans l'idée de reconstruire ma confiance en moi. C'est-à-dire que moi, j'avais perdu absolument toute confiance en moi. J'avais l'impression de ne plus être capable de faire mon métier, de faire ce que pourtant j'ai toujours su faire et en plus avec des réussites que j'avais eues tout au long de ma carrière, mais je ne les voyais plus. J'étais incapable de les voir. Du coup, j'ai entamé ce parcours-là et comme j'étais en arrêt, j'avais un peu de temps pour faire ça en plus, donc j'ai pu y consacrer pas mal d'énergie. Ça m'a permis de, refaire le point sur mon passé et de se dire, de regagner finalement confiance dans ce que je sais faire, ce que je peux apporter, à une équipe, à une entreprise et puis, j'ai des réussites. Ça, c'était le premier volet sur l'aspect, on va dire, plus, professionnel. Déjà de reconstruire ça et puis, j'ai aussi, la partie, plus psychologique avec un psychologue qui m'accompagne, qui lui permet de déconstruire, les pensées, enfin notamment toutes les croyances limitantes, ce genre de choses, la situation, mieux accepter ce qui s'est passé, déculpabiliser finalement. C'est ce mix-là qui me permet de rebondir et le bilan de compétences me permet de me projeter aussi, à l'avenir. Alors je vais pas forcément partir dans une reconversion, tu vois? Je vais pas tourner le dos à mon métier puisque je m'aperçois que c'est ce que j'aime faire. En revanche, je suis beaucoup plus attentif aujourd'hui, ce pourquoi je vais le faire, le sens que je vais donner à mon travail et surtout avec qui je vais le faire. Je vais être beaucoup plus vigilant, à ça, plus que la mission en elle-même du métier. Par le passé, je pouvais, vouloir privilégier, la mission en tant que telle. Je m'aperçois que l'environnement dans lequel on exerce, ces activités, peut-être va prendre le pas et Ouais. en ça, ça va changer donc je serai beaucoup plus exigeant sur le pour qui et le pourquoi. Ouais.
tu vois? Moi, je me projette bien puisque c'était ça ta question. J'arrive assez bien à me projeter dans un travail parce que déjà par nature, je suis un travailleur. J'aime travailler. Je suis un gros bosseur de toute façon de base, donc je peux pas rester à ne rien faire, tu vois? Pendant mon arrêt, je fais de l'auto-formation. Je peux pas rester tu vois, à ne rien faire. Ça, je fais pas mal de musique, mais je peux pas m'arrêter. Donc j'arrive assez bien à me projeter, mais finalement le licenciement a été un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'en me faisant licencier, j'ai pas eu à y retourner. En tout cas, j'ai réussi à faire en sorte que je n'ai pas eu à y retourner parce que je pense que j'aurais pas réussi. Là, si tu vois, tu me disais, faut que tu retournes dans cette entreprise, faut que tu retournes travailler avec cette personne. Non, enfin, je ne pourrais pas. Je crois que j'ai un vrai problème entre mes valeurs et puis c'est quelqu'un de toxique, de mauvais, foncièrement mauvais, enfin en tout cas que je considère comme ça. Je peux pas travailler avec lui. Enfin, j'ai plus envie, en tout cas, de travailler. Il y a, tu vois, Alexandre Astier, je sais pas si tu connais, tu sais, le Oui. l'humoriste. Il y a quelque temps, il avait fait une masterclass et ça avait pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Et il parlait de ça et il dit sur le travail qu'aujourd'hui maintenant, il refuse de travailler avec des connards. Oui, c'est dans son interview, non? C'était Ouais, pas... c'est ça, c'est une interview dans une masterclass, voilà. Je refuse de travailler avec des connards. Bah, si je peux pas déjeuner avec les personnes avec qui je travaille, je travaille pas avec eux. Voilà, si j'ai pas. Eh ben, ça me va bien aujourd'hui, tu vois. Une bonne philosophie. Ouais, tu vois, je me dis, il a raison quand on y pense. Enfin, j'ai changé avec une ancienne collègue qui est aussi en burn-out d'une entreprise précédente, qui est devenue avec le temps une amie. On échangeait et elle me disait qu'elle avait beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Parce que ça lui faisait peur, qu'elle avait peur de pas retrouver quelque chose de correct, enfin qui lui convienne, etc. Mais finalement, quand on y pense, c'est le travail qui l'a mis dans cette situation. C'est l'entreprise où elle était a généré sa souffrance. Ça fait qu'elle est en arrêt depuis plusieurs mois maintenant, qu'elle est en dépression. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça pourrait être que mieux. Mais toi, comment ça se fait que tu aies travaillé avec ce connard? Tu vois, comment t'as réussi à travailler avec ce connard? Maintenant que tu regardes ça... Mais parce et c'est dans le processus de ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je n'ai pas vu tous ces signaux-là. Parce avec moi, il n'était pas comme ça. C'était la lune de miel. Au début, alors ça s'est fait totalement par hasard. En fait, cette agence, moi j'étais client de cette agence. Et à l'occasion d'un déjeuner qui était finalement plutôt commercial avec ce directeur, on s'est mis à discuter enfin de chasseur de tête. Et je lui ai dit, tiens, c'est marrant, j'ai un chasseur de tête qui m'a contacté il y a pas très longtemps, bon, ça s'est pas fait, tout ça. Et lui a rebondi là-dessus en se disant, mais attends, tu cherches du travail? Je dis, non, j'écoute le marché. Non, pas particulièrement. Lui, il me dit, mais attends, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre la direction d'un de mes pôles. Est-ce que ça t'intéresserait? Bon, je sais pas. Et ça s'est fait comme ça. Donc, c'était absolument pas prévu. C'était quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, sachant qu'on avait au démarrage une relation client-fournisseur. Une fois que je suis arrivé dans l'agence à la direction d'un des pôles de l'agence, c'était une création d'activité, enfin c'est un développement d'activité. On a eu tout de suite avec l'équipe, on a tout de suite eu de bons résultats. Ça a marché. J'ai amené un certain renouveau dans l'équipe qui lui a plu. Donc du coup, j'avais son oreille, mon avis était pris en compte, j'étais reconnu dans mon travail, il ne tarissait pas d'éloges sur moi. Donc ça flatte. Il était prêt, il me disait qu'on pouvait même devenir amis, donc j'ai même eu à me confier à lui. Tu vois, je me suis confié sur des choses plus personnelles, sur des doutes que je pouvais avoir, tu vois, sur certaines failles que je pouvais avoir, aussi bien personnelles que parfois professionnelles, tu vois. On avait une forme de complicité. Il les a utilisés contre toi, ces Oui. confidences? Oui, oui. Il a eu à faire, ou en tout cas, il a compris ce qu'il fallait me dire pour semer en moi le doute, ou me perturber, ou me faire passer une nuit blanche. Le petit commentaire bien placé, il a très très bien compris ça, et savait particulièrement l'utiliser, surtout si je pouvais exprimer un désaccord avec lui. Certaines petites réflexions assassines, ouais. Ça a pu arriver. Il l'a jamais fait en public, c'est-à-dire face à d'autres personnes, il l'a toujours fait quand on n'était que tous les deux. Donc ce qui fait, je crois encore une fois que il est comme ça, et d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait plein de red flags que je n'ai pas voulu voir. Lorsqu'on était sur cette phase de lune de miel, un jour, nous étions en train de discuter, où on se confiait un petit peu, même lui s'était confié, où il me disait qu'il avait une déception dans sa vie, c'est que la plupart de ses relations se finissaient mal. C'est qu'au début, il était toujours très emballé, et d'un coup, il était déçu, c'était ses termes, et que ça se passait mal. Et là, à cette fois-là, je m'étais dit, j'espère que je n'aurai pas à tomber, moi, ce jour-là, j'espère être l'exception, tu vois. Et Celui qui alors ne que, le décevra pas. voilà.
Mais finalement, il m'avait prévenu. Tu vois, quand tu analyses le truc, il m'avait prévenu. Il m'avait dit: «Ça va mal finir, quoi». Mais moi, tu vois, j'ai pas voulu, plus relever que ça, si ce n'est que de me dire, bah, moi, j'ai fait en sorte de pas le décevoir, tu vois? Ouais. Et alors qu'il m'avait prévenu et il y en a eu plein, hein, des red flags comme ça, mais que je vois que maintenant. Sur le Ouais. coup, tu vois, que tu analyses pas. Donc du coup, maintenant, je suis beaucoup plus vigilant avec ça, tu vois, sur les comportements. On va pas tarder à arriver au terme de notre échange, à savoir, est-ce que tu aurais un message que tu voudrais passer aux personnes qui nous écoutent, peut-être? Et du coup, je t'ouvre ce moment pour toi, exprimer ce dont tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent. Alors 1, vous n'êtes pas fragile, ne pensez pas ça, ne culpabilisez pas, vous êtes victime de la situation, plus que, vous en êtes, l'acteur. 3, n'ignorez pas les signaux faibles. La souffrance au travail, n'est pas normale. On ne doit pas se satisfaire de ça, et il faut alerter, il faut pouvoir en parler. Si on peut pas alerter, dans l'entreprise, c'est en parler à son entourage et c'est de dire quand ça va pas. Moi, j'ai attendu énormément, j'ai gardé ça pour moi pendant des mois, même si mon entourage le voyait, mais respectait mon silence finalement, à part certains qui m'alertaient, mais de pouvoir en parler, d'exprimer, ce qu'on ressent n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de guérison et moi, ça m'a énormément aidé. Tu vois, de parler, que ce soit, à ma femme, à mes amis, que ce soit avec toi, ça aide, que ce soit de parler avec, un psychologue. Enfin voilà, ne pas hésiter à parler et se faire aider. D'ailleurs, le sujet de la fragilité est assez sensible pour toi, enfin sensible dans le sens où il te fait réagir. Et Oui. tu le dis là. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ça? C'est-à-dire que tu as reçu comme, est-ce qu'on t'a attaqué là-dessus ou c'est parce que toi tu as culpabilisé de cette situation? Les 2. Ouais. Les 2. Moi, j'ai culpabilisé ça. J'ai pensé, moi-même, j'ai craqué, j'ai faibli, tu vois? Je n'aurais pas dû. Je m'en suis voulu, clairement, tu vois, d'avoir craqué. Je me suis senti, fragile, donc je l'ai ressenti. Il me l'a fait ressentir aussi, pendant mon arrêt, hein, puisque clairement il m'a fait comprendre, que cet arrêt était absolument injustifié. D'ailleurs, il m'a envoyé des contrôles, hein, parce que pour lui, il pensait que c'était un arrêt de complaisance. Pour lui, je n'étais pas hospitalisé, donc j'étais pas malade, quoi. Tout ça, c'était du vent, quoi. Donc il me l'a fait comprendre, ce qui m'a fait, culpabiliser. Mais oui, au démarrage, je me disais, «Je suis faible», surtout quand je craquais, tu vois, que je pleurais. C'est pas possible, quoi, tu déjà vécu, des trucs, quoi, enfin pourquoi oh, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Donc moi je mettais ça sur, tu vois, je me faisais des cures de magnésium en me disant: «Ouais, je dois manquer de magnésium, quoi». Non, et voilà, faut pas, ça peut arriver à n'importe qui. Je pense même les personnes, n'importe quelle personne qui est mise dans une situation de travail pathogène tombera malade. À partir du moment où on met toutes les conditions pour que ça se passe mal, la seule façon des fois d'en sortir, bah, c'est justement de quitter le travail, Ouais, parce que sinon il y a plus d'autres moyens ouais. pour aller mieux. Et alerter, ne pas hésiter à aller voir un médecin, ne pas hésiter à alerter dans l'entreprise, à exprimer ça. Même si, tu vois, moi j'ai alerté, ça n'a pas eu d'effet. Mais le fait de savoir que j'ai alerté aussi aide, ensuite à se dire, je suis pas resté passif vis-à-vis de ça. J'ai essayé de me battre et d'aller contre ce phénomène-là. Moi, ça m'a aidé, tu sais, de me dire que non, parce que je me souviens même des dates où j'ai exprimé, ça, tu vois? Je m'étais, fait des comptes rendus, donc j'avais noté. Aujourd'hui, ça me fait du bien de pouvoir me dire: «À telle date, j'avais dit, ça. À telle date, j'ai exprimé ce mal-être. À telle date, j'ai discuté avec lui». Ça n'a pas eu d'effet malheureusement, ça m'a pas empêché de tomber dans le burn-out. Mais aujourd'hui, je sais que malgré tout, tu vois, j'ai essayé de mettre en place des choses pour me sauver. Je suis pas allé assez loin. Si j'ai un conseil à faire, ouais, c'est alerter, parlez-en, voyez un médecin, ça aide. Vraiment, ça aide. De pas se culpabiliser. On va finir sur ces mots qui me semblent très justes et très importants, parce que c'est souvent le vécu et le ressenti d'un grand nombre de personnes atteintes de burn-out, de se sentir responsable et que c'est de leur faute. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.